Vous savez, parfois, un simple hashtag peut raconter beaucoup de choses. Et derrière hashtag je suis Nicolas, il y a bien plus qu'un simple buzz sur les réseaux. C'est en fait une vraie fenêtre ouverte sur les pressions qui pèsent sur toute une génération en France aujourd'hui. Et voilà le cœur du problème. C'est ce sentiment, cette impression de donner, de contribuer, sans jamais vraiment voir le retour. C'est ça qui nourrit une frustration collective qui, à un moment, finit par déborder, notamment en ligne. Alors, justement, revenons au début. Tout est parti de là. Je suis Nicolas. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce cri de ralliement parce que ça a vraiment mis le feu aux poudres sur la question de l'injustice fiscale. Ce hashtag, il a débarqué en 2025 et très vite il est devenu le symbole d'un contrat social qui semble cassé. C'est le cri du cœur d'une France qui bosse, qui crée, qui entreprend, mais qui a le sentiment de se faire avoir par le système. Parce qu'il faut bien comprendre, Nicolas, ce n'est pas juste une personne. Ça pourrait être un entrepreneur, un salarié, même un étudiant. En fait, c'est toute une partie de la population qui se reconnaît dans ce sentiment. On contribue, mais on n'a aucune reconnaissance en retour. C'est un vrai ras-le-bol, en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette colère contre les impôts, finalement, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si on creuse un peu, on découvre une précarité économique bien plus vaste, bien plus profonde. Prenez ce chiffre, 78%. C'est énorme. Ça veut dire que près de 8 étudiants sur 10 vivent avec moins de 100 € par mois une fois qu'ils ont payé leur loyer et leurs factures. On ne parle plus d'un budget serré là, on parle d'un budget qui est complètement écrasé par le coût du logement. Et ça continue, 56%. Ça, c'est la part des jeunes entre 18 et 34 ans qui sont obligés de laisser tomber leurs loisirs juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. La pression financière, ce n'est pas un concept abstrait, c'est quelque chose qui dicte concrètement chaque choix du quotidien. Ce témoignage d'Inès, une étudiante, résume tout parfaitement. On finit chaque mois au ras des pâquerettes. Voilà, c'est la réalité de beaucoup de jeunes qui doivent jongler entre les études, les petits boulots, les jobs d'été, juste pour réussir à garder la tête hors de l'eau. Et cette pression économique, elle est d'autant plus lourde qu'elle se combine à des inégalités qu'on pourrait qualifier de structurelles. L'exemple le plus connu, c'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Alors pour y remédier, le gouvernement a mis en place un outil, l'index de l'égalité professionnelle. La question, c'est est-ce que ça marche vraiment ? Bon, premier constat, sa portée est, disons, limitée. En France, on a presque 4 millions d'entreprises. Et cet index, en fait, il ne s'applique qu'à une toute petite fraction d'entre elles. Au final, on se retrouve avec seulement 1% des entreprises qui sont concernées, ce qui représente à peine un quart des salariés du privé. Ça veut dire que l'immense majorité passe complètement sous les radars. Et là, on touche au cœur du problème. Ces graphiques, ils sont très parlants. Ils comparent les entreprises qui sont soumises à l'index, c'est la courbe en vert, avec celles qui ne le sont pas. Et le résultat est sans appel. Il n'y a aucune différence statistiquement significative. L'écart de salaire ne se réduit pas plus vite dans les entreprises qui utilisent l'outil. Autrement dit, sur le terrain, son impact est proche de zéro. Donc, face à cette instabilité, face à des systèmes qui semblent ne pas fonctionner, beaucoup de jeunes ne cherchent plus à réparer les anciennes règles du jeu. Non, ils préfèrent en inventer de nouvelles. Et là, on assiste à un véritable basculement. Le modèle du salariat traditionnel, vous savez, avec sa hiérarchie bien établie et sa promesse de stabilité à vie, il est de plus en plus mis de côté au profit de l'autonomie et de la flexibilité qu'offre le freelancing. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de statut professionnel, c'est toute la philosophie du travail qui change. L'idée, ce n'est plus de vivre pour travailler, non. La priorité, c'est de travailler pour vivre, de trouver un équilibre, de garder le contrôle de son temps et surtout, de chercher un épanouissement qui va au-delà du simple salaire. Et cette quête d'autonomie, cette recherche d'épanouissement, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, pas du tout. Elle s'infiltre et transforme aussi la sphère la plus intime de nos vies, nos relations amoureuses. Le concept même du couple a complètement changé. Avant, le mariage, c'était une institution, une sorte de pilier qui garantissait la stabilité sociale. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'une relation, c'est avant tout qu'elle soit une source d'épanouissement personnel, d'épanouissement amoureux. Et c'est là qu'on trouve un immense paradoxe. L'amour et l'épanouissement personnel, c'est le ciment du couple moderne, d'accord ? Mais c'est aussi ce qui le rend incroyablement fragile. Parce que dès que l'un des partenaires a le sentiment de ne plus s'épanouir, de ne plus grandir dans la relation, c'est le lien lui-même qui est remis en cause. Alors, si on met tout ça bout à bout, on voit bien que ce ne sont pas des phénomènes séparés les uns des autres. Le sentiment d'injustice fiscale, la transformation du travail, l'évolution des relations amoureuses, tout ça, ce sont les symptômes interconnectés d'un contrat social qui est en train de se fissurer un peu partout. On a donc une déconnexion économique. Les impôts qu'on paie ne semblent pas correspondre aux services qu'on reçoit. On a une déconnexion professionnelle. La carrière classique ne garantit plus la sécurité. Et enfin, une déconnexion personnelle.
Les besoins de l'individu passent avant la stabilité de l'institution. C'est l'histoire d'une triple rupture avec les anciens modèles. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du simple conflit boomers contre millennials. Ce n'est pas ça le sujet. Le vrai problème, le nœud du truc, c'est la transmission des inégalités. Que ce soit le capital économique, le capital social, le réseau, le capital culturel, tout ça s'hérite et ça laisse de plus en plus de monde sur le carreau. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. En rejetant les structures du passé pour gagner en liberté, en autonomie, est-ce que cette génération n'a pas, sans le vouloir, échangé une forme de stabilité contre une nouvelle forme de précarité, peut-être plus insidieuse ?